Bonjour tout le monde et Bonjour. bienvenue dans la session. Je vais me présenter rapidement, ensuite je vais passer la parole à ma collègue Suzanne. Je suis Barbara, je suis consultante avec le Consortium provincial francophone qui fait partie de APLC, Alberta Professional Learning Consortium. Et aujourd'hui, on est venu vous parler du cours de sciences pour la quatrième à la sixième année, mais tout en intégrant les perspectives autochtones. Donc, un de mes dossiers au consortium est l'éducation pour la réconciliation. Et je passe énormément de mon temps à trouver des ressources pour les enseignants, mais cette fois-ci, j'ai eu l'opportunité de vraiment créer de belles ressources pour vous. Lorsque vous enseignez les sciences avec le nouveau curriculum de quatrième à sixième année. J'ai vraiment l'honneur aujourd'hui de travailler avec ma collègue Suzanne, donc je vais passer à la parole à Suzanne. Donc, bonjour tout le monde. Je suis Suzanne Dupas. Je travaille avec le CPFPP depuis un an, là. Et puis, je travaille principalement avec les sciences, mais aussi une petite partie de mon dossier, c'est la perspective autochtone. Je suis franco-manitobaine, donc métisse de la Rivière-Rouge. Et donc, en travaillant avec le consortium, ça m'a vraiment permis de justement d'aller voir qu'est-ce qui existe dans notre province et aussi au Canada comme ressources francophones des Premières Nations, Métis et Inuit. Donc aujourd'hui, c'est comme euh, une belle façon pour nous de mettre les deux ensemble. On le sait qu'en sciences, la perspective autochtone est dans le curriculum et donc on s'est dit que ça peut-être que ça serait une belle façon de rencontrer les enseignantes et les enseignants, puis de vous parler un peu, peut-être vous rendre tu sais, plus connaissant des ressources qui sont disponibles francophones, vous donner des pistes d'idées pour des activités justement pour rejoindre ces habiletés et procédures dans le curriculum de la quatrième à la sixième année en sciences. Donc, Alors, on peut se demander pourquoi intégrer les perspectives autochtones dans un programme qui existe déjà. Ben, ça demeure dans les deux documents que vous voyez devant vous. euh, TQS ou la norme de qualité pour l'enseignement. Donc, tous les enseignants et enseignantes de l'Alberta doivent respecter cette norme de qualité pour l'enseignement tout au long de leur carrière. Et dans tout contexte donné, le jugement professionnel raisonné doit déterminer si la norme de qualité pour l'enseignement est respectée. Ici, on parle plus spécifiquement de la compétence numéro 5, qui dit appliquer des connaissances de base au sujet des Premières Nations, des Métis et des Inuits. L'enseignant développe et applique des connaissances de base sur les Premières Nations, les Métis et les Inuits dans l'intérêt de tous les élèves. Et à la droite, on voit le document venant de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, les appels à l'action. Donc, l'appel à l'action numéro 63 est basé sur l'éducation pour la réconciliation. Et ça dit que la mise en commun de renseignements et de pratiques exemplaires en ce qui est trait au programme d'enseignement lié au pensionnat et à l'histoire des Autochtones, le renforcement de la compréhension interculturelle, de l'empathie et du respect mutuel. Alors, nous allons explorer ensemble deux idées organisatrices du programme de sciences de quatrième, cinquième et sixième année, soit les systèmes de la Terre et l'espace. Malgré ceci, il existe des éléments explicites dans les curriculums qui traitent des savoirs et perspectives autochtones. Mais vu qu'on avait seulement une heure et quart ensemble, on s'est dit on va se concentrer sur les aspects les plus évidents qui ont un lien avec les savoirs et perspectives autochtones. Mais avant de commencer,
il est vraiment essentiel de comprendre comment le colonialisme a contribué à dévaloriser les systèmes de connaissances autochtones. Des disciplines comme les mathématiques et les sciences, surtout, ne sont pas neutres et ont été historiquement utilisées pour soutenir des récits de supériorité, tout en dénigrant d'autres systèmes de connaissances à travers le colonialisme et l'impérialisme. L'éducation occidentale de l'Ouest, ici, nous enseigne souvent à ne valoriser qu'une seule manière de connaître. Cette ressource, aujourd'hui, les ressources que nous avons préparées pour vous, vise à présenter une alternative en montrant comment les sciences sont enracinées dans les systèmes de connaissances autochtones, lesquels sont profondément complexes et riches en compréhension des concepts scientifiques et surtout de notre connexion au monde naturel. Il est important de reconnaître que les systèmes de connaissances autochtones sont intimement liés à l'environnement naturel. Comme l'exprime Isaac Murdoch, Anishinaabe de la Première Nation de Serpent River, un contributeur significatif à ce monde de sciences et mathématiques. Il dit, la connaissance autochtone est dérivée de la compréhension des cycles naturels de la Terre et de l'interconnexion de toute vie dans un équilibre délicat. Apprendre cette connaissance vient du fait d'être une partie de l'environnement. La nature crée un ensemble de croyances et de valeurs qui gouvernent notre mode de vie. La connaissance autochtone n'est pas séparée des personnes qui l'apprennent. Elles sont la connaissance, elles sont la terre est la cérémonie. Tout est connecté. Je peux continuer, mais vu qu'on veut vraiment partager ce que nous avons créé pour vous, ce qui existe en français pour vous, je vais juste avancer les diapos et on va traiter de la quatrième année, Système de la Terre, pour commencer. Alors, ceci n'est pas un plan de leçon, mais plutôt un guide d'apprentissage qui explore surtout l'apprentissage lié à la Terre. C'est-à-dire, j'ai organisé pour vous des idées de sortie, mais le guide d'apprentissage qui va avec une sortie quelconque. Je vais juste ajuster pour qu'on puisse voir comme il faut. Alors, voici le guide d'apprentissage pour une sortie éducative en nature. Il faut mentionner que si ce n'est pas possible de partir en sortie, il est toujours possible de sortir dans la cour d'école et de prendre avantage de la nature qui existe dans nos milieux scolaires. Alors, les objectifs d'apprentissage, les élèves seront en mesure de comprendre les interconnexions entre les êtres humains, les systèmes naturels dans le cadre des pratiques de conservation et identifier les éléments naturels et humains d'un écosystème et explorer comment les actions humaines influencent la durabilité des systèmes de la Terre. Donc, voici un préparatif avant une sortie. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour préparer la classe? On peut réviser des concepts clés du programme de sciences, toujours une bonne idée. Ça travaille aussi le vocabulaire. Donc, il y a toujours un lien interdisciplinaire, un lien vers un autre cours, comme le français. À quelques reprises, c'est mentionné dans ces plans de leçons. Donc, gardez un œil là-dessus. La discussion sur la conservation, qu'est-ce que c'est et pourquoi est-ce que c'est important de protéger nos espaces naturels? L'activité préparatoire nous demande de créer une carte conceptuelle des différents systèmes de la Terre. Et là, vous pouvez utiliser les cartes conceptuelles que vous avez à votre disposition en général. Si vous cherchez d'autres cartes conceptuelles, on peut les trouver gratuitement en ligne. Très facile. On peut poser la question, quels impacts les êtres humains ont sur ces systèmes? Et là, on commence avec la quatrième année. Donc, c'est un peu plus simple que ce qu'on va voir au niveau de la cinquième et la sixième année un peu plus tard. Les objectifs pour les élèves, c'est demander à chaque élève de préparer une question à poser au guide sur place. Il faut prendre en considération aussi que normalement,
lors d'une sortie, nos guides vont parler uniquement l'anglais. Ce n'est pas toujours le cas, mais il faut préparer nos élèves à cette éventualité. Donc, peut-être impliquer le prof de ELA ou ELAL qui peut aider à préparer ces questions. Je pense aussi, Barbara, en ce qui concerne le mot système, c'est un mot qui, je pense, ça vaut la peine de vraiment discuter avec les élèves pour qu'ils comprennent. Donc, quand on parle de lithosphère, les systèmes, c'est important que les élèves comprennent comment que ça fonctionne. Je sais que dans la portée séquence pour les ressources qui vont être développées avec le CPFPP et que Franco-Sud et la majorité des conseils francophones suivent. Système de la Terre va être développé au printemps. Donc, il va y avoir beaucoup plus d'informations justement sur les mots que Barbara est en train de parler, justement, qu'est-ce que c'est un système écologique, qu'est-ce que ça veut dire l'interconnexion. Donc, dans quelques mois, vous allez voir, les ressources vont être développées, puis vous allez pouvoir avoir justement des ressources pour vous aider à mieux expliquer avec vos élèves. Merci pour ceci. C'est vrai, c'est très important de garder en tête le fait que, oui, les mots-clés sont importants pour nos élèves, mais pour nous autres aussi. Alors, Oui, vous allez avoir accès. Il y a une question ici qui dit, aurons-nous accès à ce matériel? Oui, vous allez avoir accès à ce matériel. oui, à 100%. Le matériel qu'on va présenter aujourd'hui, en fait, les diapos de la présentation, puis tout ce qui est en lien. Donc, j'ai cliqué sur un lien pour venir ici, soit cliquer sur un lien ou une image. Ça va vous mener à chaque plan de leçon. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pendant la sortie? En fait, ça dépend aussi sur la sortie. Est-ce que c'est guidé par quelqu'un? Quelles sont les activités qui sont déjà planifiées? Donc, de garder ça en tête. Je vous donne l'exemple de Anne and Sandy Cross Conservation Area, pas loin de Mhm. à Calgary ici. Donc, eux, ils ont des activités guidées. C'est la même chose à Writing on Stone, par exemple. Donc, il faut vraiment vérifier sur leur site et contacter ces gens-là pour voir à quel point ils ont déjà beaucoup de choses en place. Et sinon, comme j'ai dit, il s'agit de sortir, mettons, à Fish Creek Park ou un autre endroit, peut-être à Edmonton, justement pour faire le tour, prendre une petite marche et faire une activité d'observation. Euh, Avoir des questions prêtes pour un guide, des discussions guidées et une activité de pratique. Donc, de l'observation, participer à une activité sur place qui peut être observation des oiseaux, plantation des arbres, étude des sols et Et ainsi de suite. Barbara, il pourrait même faire ça, on pourrait le donner comme un petit devoir qu'il ferait à la maison en fin de semaine. Si jamais votre budget ou il y a des restrictions sur le voyagement, votre cours d'école a très peu de végétation, à ce moment-là, tu pourrais le donner, envoyer une petite note aux parents, les inciter à peut-être faire une petite randonnée, une petite sortie avec leurs enfants dans un parc, etc. Oui. Et de partager les objectifs d'apprentissage avec les parents, super bonne idée parce que ça mène à beaucoup de discussions. Les questions que Mhm. les parents vont avoir pour leurs enfants, ben, ça démontre à quel point nos élèves sont vraiment bien éduqués en termes de perspective autochtone. Et il y a toujours le retour après la sortie. Il y a une activité de retour. Donc, on peut créer une affiche, on peut avoir un journal réflexif, on peut différencier ces produits aussi. On peut mettre quelque chose dans Seesaw, dans Classroom, on peut se filmer. Il y a plein de petites activités où on réfléchit sur ce qu'on vient de vivre, donc l'expérience. Puis en fait, euh, la pédagogie autochtone est beaucoup basée sur les expériences. Donc, juste de vivre dedans et ensuite de réfléchir par après. On inclut ici des questions de discussion pour après la sortie et faire des, oh, pardon, les liens
explicite entre l'expérience vécue et les compétences du programme de sciences. Donc, même si on est en train de vivre des expériences, c'est important de vraiment mettre au concret ce qui se passe dans le curriculum pour voir ce lien. Et on inclut ici des ressources supplémentaires où vous pouvez trouver un lieu, faire une sortie. Comme j'ai mentionné, Anne, Sandy Cross Conservation Area, il y a Forest Field Trips dans la région d'Edmonton, Métis Crossing est super si vous êtes dans le coin de Smoky Lake. À Siksika, il y a le parc historique de Blackfoot Crossing, beaucoup de belles choses à faire dans ce coin-là. Il existe dans le coin de Grand Prairie un Class-Based Program Guide. Je sais que c'est en anglais, mais ça permet de connaître un peu plus le coin de Grand Prairie. Il y a également d'autres liens pertinents à ce guide d'apprentissage. Questions ou commentaires avant que je continue? Parfait. Gênez-vous pas, hein, si vous avez besoin de, comme, mettez-le dans le chat, ouvrez votre micro, il y a zéro problème, on est là pour vous aider. 100%. Alors, ici, création de plan. Je passe la parole à toi, Suzanne, puis je veux juste cliquer sur le lien. Voilà. Donc ici, c'est pour création d'un plan. Donc, création d'un plan, c'est dans méthode scientifique, puis c'est aussi une habileté et une procédure. Donc, création d'un plan pour une pratique de conservation. Donc là, on est en train de parler des élèves de la quatrième année. Ils ont peut-être eu la chance de faire quelque chose peut-être en troisième année, mais probablement, ça va être la première fois qu'ils vont, ils vont créer un plan. Donc, il va falloir prendre le temps de bien expliquer, de modeler, peut-être commencer plus petit, sachant que tu as besoin, on en encourage que c'est une habileté, une procédure dans le système de la Terre. C'est peut-être important de le voir avant, mais en petites bouchées et non pas à avoir à le faire tout d'un coup. Mais si jamais les élèves, vous arrivez puis vous dites, oh zut, voici, je vais le faire d'un seul morceau, mais on a mis ensemble un plan pour vous qui pourrait peut-être vous aider. Donc, ce que je suggère ici, c'est les élèves vont être en mesure de renforcer la durabilité écologique. Donc, ça veut dire, il va falloir qu'on explique qu'est-ce que ça veut dire, une écologie qui est durable ou une pratique qui est durable. C'est des mots de vocabulaire qui peuvent être difficiles à comprendre. Puis aussi les besoins des communautés locales. Donc, ça veut dire qu'à Calgary, les besoins ici, à Calgary vont être très différents ou vont être différents possiblement de ceux de Edmonton, de Grande Prairie, de Bonnyville, etc. S'il se passe des crises ou des impacts écologiques dans ta ville ou autour, à ce moment-là, les élèves vont être beaucoup mieux placés à pouvoir avoir un échange puis de comprendre un petit peu plus où on s'en va avec ça. Donc, on veut développer des compétences pour des stratégies de conservation, puis on veut mettre une conservation écologique viable, c'est-à-dire qu'on peut avoir des belles idées, mais il faut aussi que ça soit écologique et viable. Donc, ici, on a parlé de discussion guidée. Donc, je vous ai donné une couple d'idées de comment tu pourrais commencer à expliquer ou commencer la discussion avec les élèves. Il va y avoir, comme j'ai dit, beaucoup plus d'informations qui vont vous aider à mieux expliquer dans les mois à suivre. Mais pour l'instant, on veut expliquer qu'est-ce que c'est une pratique de conservation durable, qu'est-ce qui pourrait être ici à l'école ou dans la ville ou dans ta province ou même dans ta maison. Qu'est-ce qu'il y a quelque chose on pourrait conserver, quelque chose qui est important à faire attention qu'on en ait pour toujours. Donc, vous pouvez ensuite diviser le groupe. Vous pouvez le faire en grand groupe. Je vous suggère que si c'est la première fois que vous allez faire un plan,
peut-être que ça vaudrait la peine de le faire en grand groupe avant de les mettre en petits groupes. Puis aussi, vous connaissez vos élèves, donc vous allez savoir qu'est-ce qui va mieux marcher. Donc, ici, on parle de petits groupes ou d'un grand groupe. On leur demande de faire un remue-ménage puis de choisir certaines idées. Ensuite, ici, on a mis ici des vidéos de jeunes qui ont créé justement une pratique de conservation locale. Il y en a qui sont au Québec, il y en a ici qui sont un peu au Manitoba, il y en a en Ontario. Donc, allez les visionner. Puis c'est aussi une belle façon de peut-être amorcer. Une fois qu'on a ces discussions-là, c'est d'aller voir parce que souvent les jeunes pensent qu'ils ne sont pas capables, ils sont trop jeunes, ils n'ont pas de pouvoir, ils peuvent pas influencer ou faire créer un changement. Puis c'est justement ça qu'on veut. On veut leur dire que oui, on est capable, même à 8, 9, 10, 11 ans, on est capable de faire des changements. Et donc là, l'idée, c'est que les jeunes vont avoir une pratique ou euh, un item ou une chose qu'ils veulent conserver. Puis ensuite, ils doivent faire un plan. Donc, un plan, évidemment, c'est une série d'étapes pour réaliser un projet, donc, ou une idée. Donc, ici, on a créé, donc, il y a un gabarit ici qui est très simple, mais c'est pour vous aider à peut-être structurer votre présentation. Vous êtes complètement libre de prendre, de le modifier, de faire ce que vous voulez. Ce n'est qu'un exemple pour vous aider. Donc, si on passe à travers les diapositives, la deuxième diapo, on parle de les membres de l'équipe. Donc, si tes élèves travaillent avec la technologie puis ont déjà fait des présentations dans les années précédentes, ou peut-être plus tôt dans l'année, à ce moment-là, ils pourraient utiliser ce gabarit-là et justement créer et monter leur projet. Donc, ils pourraient mettre le membre de leurs équipes. Ensuite, c'est quoi le but? Donc, ça, c'est qu'est-ce que vous voulez changer ou créer ou préserver, puis que le but doit être facile à comprendre et formulé d'une manière concrète. Souvent, les élèves, dans mon expérience, moi, j'ai travaillé pendant 16 ans euh, avec des projets, à base projet. Donc, puis je sais que les premières fois qu'on commence à parler des buts et des objectifs, les élèves vont monter un projet beaucoup trop gros et beaucoup trop compliqué. Donc, c'est souvent difficile pour eux autres de le ramener à quelque chose on est capable de vraiment d'aller de la première étape jusqu'à la conclusion. Donc, de manière concrète, ça veut dire qu'on va être capable de l'évaluer, de le mesurer. Ensuite, l'équipe. Donc, ici, c'est important. Moi, j'ai toujours trouvé que ce que je faisais, c'est que je donnais des rôles, puis on parlait des rôles. Donc, par exemple, j'ai mis un chef de projet. Qu'est-ce que ça veut dire? Dépendamment sur ton groupe, peut-être que toi, tu vas dire, OK, moi, j'ai déjà des chefs pour ce projet ici. Eux autres tu peux leur assigner ou ils peuvent choisir parmi eux autres. Donc, on a un chef de projet. Ici, ce sont que des idées. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez ou comme vous voyez. Donc, c'est des assistants pour la logistique, les créateurs pour le côté artistique, des chercheurs, etc. Donc, c'est important que tout le monde ait un rôle et qu'il est bien clair pour chaque membre. Ensuite, ici, on parle des étapes. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'on veut maintenant diviser le projet, donc de A jusqu'à la conclusion. Ce qu'on veut, c'est que les élèves envisagent toutes les étapes que ça va prendre. Donc, moi, souvent, je leur laissais faire un remue-ménage, puis là, ils l'écrivaient ou ils l'enregistraient ou ils venaient m'en parler. Et puis, donc, qu'est-ce qu'on veut? C'est qu'on veut que le projet avance. Donc, c'est très important comme enseignant de les aider et de les guider là-dedans parce qu'ils n'ont jamais, probablement, peut-être qu'ils n'ont jamais ou il y en a peu fait. Et c'est important de les guider pour les amener. Donc, des fois, ce que j'ai déjà fait, c'est que on faisait les étapes ensemble. Puis je les écrivais au tableau ou au smartboard ou etc. Puis là,
les élèves pouvaient choisir celles qu'ils voulaient. Donc, on peut le faire soit dans leur cahier de sciences ou sur un tableau ou s'ils ont une tablette, etc. Il est aussi important de créer un calendrier qui va être simple, c'est-à-dire la date. Parce que quand on fait un projet, il faut qu'on ait des mesurables. Donc, un mesurable, c'est justement d'avoir des dates. Donc, on dit que par cette semaine, on va faire ci. Peut-être que vos élèves ont accès à un calendrier, puis on veut mettre des dates. Ou peut-être qu'on va les mettre par jour, jour 1, jour 2, jour 3, etc. Et puis ensuite, c'est important de prendre quelques minutes pour justement s'assurer que le projet est réalisable. Ensuite, ici, la prochaine, c'est que j'ai mis des ressources. Puis les ressources, ben, c'est assurer que euh, les élèves ont tout ce qu'ils ont besoin. Donc, est-ce qu'ils ont besoin des affiches parce qu'ils vont faire des pancartes? Est-ce qu'ils ont des marqueurs? Est-ce que, par exemple, peut-être qu'ils veulent acheter des plantes ou quelque chose. Puis là, à ce moment-là, ça va impliquer des coûts. Donc, il faut penser à des choses comme ça. Puis ensuite, on parle de la mise en œuvre. Donc ici, au fur et à mesure que le projet développe, que les élèves avancent, c'est vraiment, comme j'ai dit, c'est vraiment important. Il va y avoir possiblement de petits conflits, puis il faut vraiment les aider, puis c'est normal, il faut vraiment normaliser des différences d'opinion, des différences d'idées. C'est pas naturel pour beaucoup de personnes de travailler en équipe, mais c'est une habileté qui est très importante. Donc, il faut vraiment prendre le temps d'être là et d'aider les équipes à bien travailler ensemble. Et puis finalement, on garde de la promotion de ton projet. Donc, ça c'est toujours la partie la plus amusante, c'est comment qu'on va faire pour justement promouvoir ce projet. Donc, est-ce qu'on va le faire à l'école? Est-ce qu'on va peut-être mettre une petite annonce dans le journal communautaire, etc. Donc, ça, c'est des idées que vous pouvez faire. Et puis ensuite, une fois que le projet est terminé, ben, c'est de célébrer justement les résultats. Peut-être qu'on fait une présentation, on invite les parents justement de venir voir. Peut-être qu'on les filme et on envoie la petite vidéo aux parents. Peut-être qu'on invite les autres classes, etc. À vous de décider. Et puis, évidemment, la partie qui est super importante, c'est de documenter l'expérience. Donc, peut-être ça peut être un rôle, c'est quelqu'un qui va photographier et prendre des photos au fur et à mesure que le projet développe. Donc, ça, c'est une idée de justement, quand on vient de parler, faire un plan, c'est une idée une petite présentation, un outil qui peut vous aider. Ensuite, ici, quand j'ai mis dans Ancrage, j'ai aussi mis l'auto-évaluation, super important. Euh, de justement de prendre quelques minutes, puis j'ai mis un petit gabarit hyper facile qui est justement sur TA à l'école. Parce que c'est justement, il travaille à base de projets. Donc ici, ça peut t'aider. Ce travail m'a intéressé, les efforts que j'ai mis, je suis fière, j'ai bien compris, j'ai respecté, etc. Faire une auto-évaluation. Puis moi, ce que je faisais souvent, c'est que je rencontrais les élèves après, puis on revoyait ensemble leur évaluation de leur travail. Donc, c'est une belle opportunité avec vos élèves. Donc, ensuite, je vous ai mis justement ici ce que euh, Barbara nous a mis. Ici, c'est différentes sorties. En faisant ces sorties-là, peut-être que ça va susciter des idées de conservation. Donc, ensuite, ici, j'ai mis des projets qui existent justement à Calgary, en Alberta, puis, je vous suggère d'aller les voir. Le projet Mini Forest, c'est quelque chose que j'ai participé souvent. C'est facile à faire. Il y a le watershed management qui est très important. Il y a ici les rapports avec les bassins versants, ici à Calgary. Et en Alberta, ici, la gestion des eaux. Il y a les truites, il y a les bisons. En tout cas, vous pouvez aller voir justement l'impact des sécheresses. Donc, c'est des pistes qui peuvent vous aider justement avec vos projets, avec vos élèves. Ensuite, la diapo numéro 8 dans notre présentation, c'est ce qu'on a fait, Barbara puis moi, c'est qu'on vous a mis justement, on a fait
on a pris l'idée organisatrice, on a pris la question directrice, ensuite on a pris le résultat d'apprentissage. Puis ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a divisé en connaissances, puis ça, c'est directement sorti du curriculum. Ensuite, les concepts clés, puis ensuite les habiletés et les procédures qui vont aller rejoindre les Premières Nations métisses et Inuits. Donc, vous pouvez voir ici que système de la Terre pour la quatrième année, on parle d'une interconnexion des systèmes de la Terre, la loi des lois de la nature et le caractère sacré de l'eau et aussi de la conservation. Donc, les habiletés, c'est de faire preuve de respect envers l'eau dans l'environnement local, discuter de l'importance de l'eau pour les Premières Nations, les Métis et les Inuits, discuter de l'importance pour les gouvernements et les groupes de conservation et les communautés des Premières Nations, Métis et Inuits, et aussi de collaborer avec les Parcs Canada. Donc ici, on vous a mis des idées de leçons. Donc, on peut avoir une discussion sur l'interconnexion entre les parcs et les humains et les pratiques de conservation. On peut créer un plan, justement, que je viens de vous montrer. Ici, on pourrait créer un dessin ou un collage qui inspire euh, l'importance de l'eau. Puis je vais revenir à ça dans une seconde. Je vais juste aller au prochain ici qui est discuter de comment on pourrait s'engager à protéger l'eau. Il y a un lien ici qui est super intéressant, un petit projet que je vous encourage, c'est super mignon. C'est les marcheuses de l'eau. Et puis, une fois que vous allez voir ce lien-là, c'est cette madame qui est partie des Maritimes, puis qu'elle a marché à travers le Canada avec un seau d'eau, puis c'était un peu un relais. Donc, c'est quelque chose qu'on pourrait facilement faire dans notre salle de classe, dans la cour de récréation ou même avec l'école. C'est de justement de marcher autour avec ce même seau d'eau et de le passer d'une personne à la fois pour voir combien d'eau qu'il nous reste à la fin. Donc, c'est une belle petite activité que j'ai trouvée qui pourrait être très pour sensibiliser ou même amorcer tout ce sujet-là. Et donc, quand on vient à créer un dessin ou un collage, je vous ai mis ici un petit diaporama qui parle justement de l'eau et des Premières Nations, des Métis et des Inuits. Puis, si vous voyez ici, j'ai parlé de c'est quoi exactement. Il y a beaucoup d'informations que vous pouvez aller voir sur l'Internet sur justement l'eau et les Premières Nations. Mais grosso modo, c'est que l'eau est considérée comme une entité vivante, dotée de son propre esprit. Et on l'estime que les humains ont la responsabilité de la protéger et d'en prendre soin. Pour les peuples autochtones, l'eau n'est pas seulement une marchandise, mais aussi une langue, une communauté et une source de connaissances et de lois. Ici, je vous ai parlé des transporteuses d'eau. Donc, dans la culture autochtone, il y a des transporteuses d'eau et ils jouent un rôle crucial en tant que protectrices et gardiennes de l'eau. Elles ont des savoirs ancestraux et elles ont la responsabilité de transmettre ces savoirs aux plus jeunes générations. On a des traditions autochtones qui incluent beaucoup l'eau, donc des rituels de purification, les cérémonies de prière. Il y a beaucoup aussi de centres de retraite où il y a souvent un cours d'eau qui est proche. Donc, l'eau est très importante dans les cérémonies autochtones. Et aussi, malgré les défis que les femmes ont rencontrés dans les communautés, leurs voix sont souvent ignorées dans le processus décisionnel fédéraux et provinciaux concernant la gestion d'eau. Puis encore aujourd'hui, les transporteuses d'eau ne sont pas invités dans ces discussions-là. Donc, c'est important de parler justement, de faire des liens. Est-ce qu'elle pourrait amener justement des changements? Est-ce qu'on ferait les choses différemment si on inclurait justement leur savoir? Ensuite, ici, on parle d'un aîné, Fred Kelly, qui disait que dans le système de croyances autochtone,
L'eau provenait des étoiles. Le Créateur a façonné notre mère, la terre, donnant naissance aux montagnes, qui sont considérées les grands-pères, qui lui ont ensuite demandé de l'accompagner. Elles l'ont reçu, a-t-il raconté, sous la forme de 4 étoiles. Ces 4 étoiles sont fournies sous l'eau salée, l'eau atmosphérique, l'eau douce et l'eau de naissance, les 4 types d'eau dont dépend la survie des humains. Et donc, ici, je vous ai donné, il y a 3 différents articles que vous pouvez aller voir. Il y a un article ici qui est dans La Liberté, qui est un journal francophone, qui parle de les Métis de la Rivière-Rouge. Donc, c'est un projet que cette dame ici a fait, que l'eau est centrale pour les Métis. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez lire vous-même, puis voir est-ce que vous pouvez l'apporter dans votre classe. Puis, si vous pensez que votre groupe euh, pourrait euh, euh, lire puis participer à ça. Vous pouvez le faire en grand groupe ou vous pouvez faire une petite, montrer la photo, puis ensuite de justement parler de cet article-là. Ensuite, ici, le prochain, c'est des projets d'art. Donc, c'est très intéressant. C'est l'initiative Art et jeunesse autochtone pour l'eau. Donc, vous pouvez aller voir ici, il y a 2, 4, 6, 8, 10, 11 jeunes au bas de la page qui ont créé une initiative euh, liée à l'eau. Donc ça, justement, on parlait préalablement, les jeunes, des fois, pensent qu'ils n'ont pas le pouvoir de pouvoir changer les choses. Mais en effet, on a des exemples ici de différents jeunes qui ont créé ou qui ont commencé un programme en relation avec l'eau. Ensuite, le dernier, c'est que l'eau, c'est la vie. Puis ici, c'est une excellente ressource qui parle de justement, c'est la première fois que j'entendais ça, mais on disait le racisme environnemental. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant quand on parle des déchets toxiques, les décharges, les bruits des transports terriens et aussi le bruit des bateaux qui ont avec les baleines et les orques et le monde aquatique, on remarque qu'il y a beaucoup à cause des bateaux, justement, il y a un impact. Donc, vous pouvez aller voir ici, c'est super intéressant. On parle justement des travailleurs autochtones, on parle justement de Grassy Meadows à Kenora qui ont eu de la contamination. Et vous pouvez aller voir. Puis il y a des belles vidéos ici. Il y en a une en français, justement, de différentes jeunes et gens qui sont impliqués pour la préservation d'eau et puis des histoires aussi. Ensuite, on parle que l'ONU aussi, hein, il y a quand même une déclaration sur les peuples, des droits des peuples autochtones. Puis on essaie de justement leur dire qu'ils ont le droit, ils ont une voix, puis il faut les respecter. Et donc, vous pouvez lire cet article-là. Il y a beaucoup de belles informations ici pour vous. Et donc, ensuite, le projet, moi j'ai pris un projet d'art, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais moi j'ai pensé que ça serait intéressant, après avoir tout entendu ça, que les jeunes pourraient penser à justement l'importance de l'eau, les enjeux politiques et mettre ensemble une œuvre d'art. Donc, à vous de décider. Donc, j'ai allé choisir des artistes de l'Alberta principalement puis qui ont leurs œuvres d'art un peu tout partout. Il y en a qui sont même, il y en a qui sont dans la faculté de droit, il y en a qui sont à la faculté en éducation, donc dans différentes universités, dans les parlements, etc. Donc, vous pouvez aller voir ici. J'ai mis les liens, vous pouvez aller les voir. Donc, j'ai ici, pardon, il y a NIMBY. Il y a Kurt Brandt. Ensuite, il y a la prochaine page, il y a Jessica Summers. Il y a Nancy Desjarlais. Ensuite, on parle de Christy Belcourt et puis Duré Surmont, qui est du pointillisme. Donc,
toutes sortes de différentes techniques et différentes façons de montrer l'importance de l'eau. Et donc, moi, souvent, j'utilise ces images-là pour inspirer les jeunes. Et puis après ça, je leur donne un médium et à eux de choisir ce qu'ils veulent. Et ici, je vous ai mis les critères d'évaluation. Donc, je suis allée dans le curriculum, puis je suis allée vous chercher les critères d'évaluation dans le programme d'art. Donc, vous pouvez les prendre et faire votre rubrique si vous voulez. Puis, je vous ai donné un exemple de rubrique que vous pouvez utiliser pour aller prendre. C'est justement, vous pouvez faire soit à l'oral, euh, euh, donc, je c'est ça. Donc, j'ai créé une rubrique pour vous. Donc, c'est justement, j'ai mis l'art, donc produit une œuvre avec des détails et des motifs astucieux et signifiants. Et donc, j'ai mis le 4 jusqu'à 1. Puis, j'ai aussi mis l'expression orale parce que ça fait partie quand même de notre curriculum. Et puis, donc, je suis allée chercher le résultat d'apprentissage ou une habileté et puis je vous ai mis des critères d'évaluation. Donc, vous pouvez l'utiliser vous inspirer de ça. Et donc, ça, c'est pour la quatrième année. Et on a mis ici des livres, différents sites aussi, d'autres sources qui peuvent vous être utiles pour justement aller rejoindre et appliquer les habiletés et procédures avec vos élèves. Et donc, si on passe à la prochaine page, la page 10, on parle de système de la Terre de la cinquième année maintenant. Oui, ici, c'est un plan de leçon basé sur les systèmes de la Terre et le climat. Donc, ça répond vraiment à cette idée organisatrice et le résultat d'apprentissage où les élèves analysent le climat et établissent un lien avec les conditions météorologiques et les pratiques agricoles. Donc, c'est vaste quand même comme résultat d'apprentissage. Alors, on va regarder un peu plus en détail au plan de leçon pour la cinquième année. Alors, voilà, les habiletés et procédures impliquées dans ce plan de leçon sont de discuter des caractéristiques des conditions météorologiques locales, nationales et mondiales pour déterminer le climat, étudier les méthodes utilisées pour prédire les conditions météorologiques et discuter des méthodes des Premières Nations, des Métis et des Inuits pour prédire les conditions météorologiques. Donc, vous pouvez voir à quel point on va comparer ce que certains peuples autochtones utilisent pour prédire les conditions de météo et ce qui existe dans le monde plutôt, disons, moderne pour faire ces mêmes prédictions. C'est intéressant parce que j'en avais discuté avec un collègue, vraiment un ami qui est gardien de savoir. Puis on parlait de l'hiver qui venait. On était fin d'été, début automne, puis il disait, ben, il n'y aura pas beaucoup de neige cette année. Je dis, ben, comment tu le sais? C'est pas la première fois que j'entends la prédiction. Il m'a dit, ben, il n'y aura pas beaucoup de neige et je le sais, au moins dans mon coin, parce que les abeilles ont construit leur nid euh, plus proche de la terre que plus haut. Donc, cet aspect-là, le fait que la nature peut comprendre ce qui s'en vient avant nous, ben, ça nous donne des indices. Donc, comment les peuples autochtones dans chaque région, dans leur communauté, utilisent ces observations pour déterminer ce qui va se passer. Alors, Barbara, oui, tu dis ça, puis c'est drôle parce que j'étais en Saskatchewan, puis là, à un moment donné, on était dans un festival sur une terre, sur une ferme d'une de mes amies, puis là, tout d'un coup, on voyait les nuages arriver, puis elle est Première Nation, puis j'ai dit, oh, on devrait peut-être faire attention, je pense qu'il y a un assez gros orage qui s'en vient. Elle dit non, elle dit, il pleuvra pas beaucoup, parce que si tu regardes à terre, les nids des fourmis, il n'est pas haut. Donc, les fourmilières, là, où sont les petits trous avec les nids, les fourmis, c'est vrai, ils n'étaient pas hauts. Puis quand je suis allée à mon chalet cette année, on a eu beaucoup de pluie, puis il y en avait des fois, là, les nids. Donc là, j'étais rendue que je regardais les nids de fourmis pour voir, ah, est-ce qu'on va avoir un gros orage ou un petit orage, etc. ben oui, c'est drôle. Et en fait,
Là aussi, il y a une opportunité d'enseigner de façon interdisciplinaire. C'est-à-dire, on peut faire beaucoup d'observations, même dans la cour d'école, puis on peut utiliser notre cours de mathématiques et les données, justement, pour noter nos observations, puis ensuite faire le test, l'hypothèse. C'est-à-dire, OK, j'ai fait mon hypothèse, d'après mes observations dans la nature, puis, qu'est-ce qui était le résultat? Est-ce que j'ai pu prédire comme il faut ce qui va se passer? Super intéressant. Alors, pour continuer avec ce plan de leçon, il y a quand même une mise en situation. Je décris ici la question d'introduction. Quel type de conditions météorologiques connaissez-vous dans notre région? Et comment savez-vous ce qui s'en vient? Super intéressant. Tout le monde veut savoir ce qui s'en vient. Moi, je voulais savoir il y a quelques jours que le gros froid s'en venait. Pourquoi? Me préparer. Pour cette raison. Donc, une petite activité rapide, puis le lien culturel où on présente une série d'images, puis j'ai mis en lien dans ce plan de leçon une image ou deux, mais vous pouvez en trouver sur l'Internet. Une tempête, la sécheresse, la pluie, peu importe, il y a plein de différents types de conditions météo. Et demander aux élèves d'associer des images à des mots-clés. Encore là, on travaille beaucoup le vocabulaire. Et le lien culturel, c'est vraiment d'introduire l'idée que les Premières Nations métis inuits observent la nature depuis des générations pour prédire la météo. Pas besoin d'utiliser beaucoup de technologie dans ce sens-là. Alors, comment développer ce plan de leçon? On va explorer des conditions et le climat. Juste faire une exploration, puis il existe des belles cartes interactives sur le Canada au complet, sur l'Alberta, puis même sur le monde. Il y a plusieurs différentes plateformes que nous pouvons utiliser. Et on peut discuter de certaines conditions météorologiques qui existent dans nos coins comparées à d'autres places dans le monde. Par exemple, à Calgary, il y a quelques années, il y a eu une grande inondation. C'est quelque chose que les enfants, les familles à Calgary se souviennent très bien. Et on peut comparer ça aux feux qui viennent de se passer en Californie. Donc, c'est dans l'actualité tout le temps. Pas difficile de trouver ces ressources-là. Alors, de voir des images, des vidéos qui démontrent ces climats, ces météos-là. Et la discussion peut être guidée par la question, comment est-ce que ces conditions influencent-elles les pratiques agricoles ici et ailleurs? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut pousser dans notre coin du monde comparé à d'autres coins du monde? On peut aussi voir les méthodes modernes et autochtones de prédiction. Donc, ici, on va comparer. On va regarder aux méthodes modernes technologiques et les perspectives autochtones qui existent depuis très longtemps, et ensuite faire cette comparaison. Et après, consolider la leçon et faire une petite réflexion. Les élèves peuvent créer un tableau qui compare les deux et en fait, je vais vous montrer, on peut évaluer ce tableau pour euh, évaluer la compréhension des élèves. Pourquoi est-il important d'intégrer les savoirs et perspectives autochtones dans notre compréhension des systèmes naturels? Est-ce que c'est suffisant d'utiliser la technologie pour prédire la météo ou est-ce qu'il y a une valeur qui est apportée par les perspectives autochtones? Et ici, l'évaluation se fait avec l'observation, une qualité et précision dans le tableau comparatif et une participation active dans les activités de classe. Voici un peu de matériel. Donc, j'ai mentionné un atlas in- interactif. Donc, ça permet de voir le Canada au complet, mais ça permet aussi de voir notre province et ça inclut les savoirs autochtones. Donc, super intéressant. Oui, c'est super. J'adore ce site. Mhm. On peut même aller plus loin. On peut inviter un aîné ou un gardien de savoir à parler des prédictions. Parce que c'est souvent dans les récits, dans la tradition orale, on parle
nos croyances, on raconte des histoires et comme ça, on apprend à prédire la météo dans les communautés autochtones. On peut aussi étudier un phénomène de météo qui est local, comme les vents de Chinook en Alberta. Mhm. Et voici la rubrique qui est créée en lien avec le tableau comparatif. Donc, vous voyez à quel point euh, ça continue. Et, et écoutez, j'ai créé la grille d'évaluation très rapidement. Vous pouvez utiliser vos propres grilles d'évaluation si vous en avez qui fait un bon lien avec l'activité. J'ai inclus quelques images que vous pouvez montrer à vos élèves ou bien trouver vos propres images, mais ça vous donne une idée. Ici, j'ai inclus plusieurs petites vidéos sur les outils de météo. Donc, c'est fait vraiment pour les plus jeunes, de 8 à 12 ans à peu près, et ça explique un peu comment les outils fonctionnent. Et encore à la fin, des ressources supplémentaires, comme une boîte à outils pour la surveillance autochtone du climat. Et c'est super intéressant. Je peux parler à longueur de tous les liens que j'ai mis là. Vous voyez que je suis rendue ici à étape 4, mais il y a plusieurs étapes sur ce site dans la boîte à outils pour la surveillance autochtone du climat. Très intéressant. Mhm. Merci, Barb. Absolument. Ensuite, en suivant ce tableau, on vous a mis d'autres ressources, d'autres idées que vous pourriez faire avec vos élèves. Donc, si vous regardez la cinquième année, on vous a mis justement les habiletés. Donc, on vous a mis beaucoup de sites que vous pouvez aller voir. Il y en a ici, surveillance du climat, justement, chasseurs-cueilleurs. Vous pouvez aussi aller voir Kayak, qui est une source très intéressante. C'est une petite bande dessinée qui parle justement comment qu'on peut prévoir la météo, etc. Puis comment naviguer dans l'histoire, on vous donne des idées. Puis c'est une petite bande dessinée qui vous parle il y a une ligne de temps, il y a des petites histoires. Donc c'est très bien fait. Les peuples sont surtout les peuples de l'Ontario, mais quand même, il y a des bonnes informations là, qu'on peut appliquer quand même ici dans l'Ouest, parce qu'on parle surtout des Micmacs, puis il n'y a pas vraiment de Micmacs dans l'Ouest du Canada, mais on peut voir, il y a quand même beaucoup de ces pratiques-là qui sont parallèles avec les différentes peuple ici en Alberta. Donc, je vous encourage d'aller la voir. C'est très intéressant. Ensuite, il y en a beaucoup d'autres que vous pouvez. La lune chez les Autochtones aussi, c'est très intéressant. Puis, peut-être qu'on peut l'ouvrir, Barbara, juste pour qu'il regarde rapidement. Ici, on parle vraiment, parce que on va y refaire, on parle du cycle de la Lune avec la tortue. Vous allez voir, je vais en parler un petit peu plus loin. Puis, il y a une petite histoire aussi que vous pouvez raconter avec vos élèves. Donc, c'est un site qui est fait par le gouvernement du Canada. Il y a énormément de bonnes ressources pour vous. C'est vraiment, c'est super. Et puis, donc, on a dit ici des idées d'activités. C'est qu'on pourrait on pourrait noter la météo et faire un graphique ou noter les données. On pourrait l'utiliser dans notre programme de mathématiques. Ici, je vous ai mis deux fiches que vous pouvez utiliser. C'est avant, je pensais et maintenant, je pense. Donc, c'est toujours important. Donc, si on parle de qu'est-ce que vous connaissez sur la prévision de la météo ou sur la pluie et les connaissances autochtones, peut-être qu'il y en a qui vont peut-être connaître quelque chose, ou peut-être est-ce que vous avez déjà vécu l'impact
d'une condition météorologique. Et peut-être que là, si vous êtes dans certaines régions, peut-être que vos jeunes ont vécu les feux de Fort McMurray. Peut-être qu'ils ont eu un impact là-dessus. Peut-être qu'ils ont vécu, ils ont eu ici à Calgary, ils ont dû déménager et leur maison a été ruinée, et puis ils ont dû reconstruire, ils ont dû déménager. Donc, des fois, c'est important de ça pour avoir un peu le pouls de nos élèves qui sont peut-être qui ont vécu des moments peut-être un peu plus sensibles, puis peut-être qu'ils viennent d'un autre pays ou d'une autre région qui ont vécu quelque chose. Donc, c'est important de savoir ça, puis ensuite de savoir qu'est-ce qu'ils ont pensé. Donc, ça, c'est une petite ressource que vous pouvez utiliser. Puis, on peut demander justement, voici des observations. Donc, les chevaux courent lorsque le mauvais temps approche, les mouettes volent en direction opposée, les petits oiseaux se cachent dans les arbres. Donc, au fur et à mesure que vous regardez des vidéos, vous entendez des histoires, les élèves pourraient noter ça dans leur cahier. Et ensuite, ici, il y a une fiche que vous pourriez faire, que j'ai mis ici. Je la trouve très bien. Donc, quel est le lien entre les idées et les informations présentées? Et est-ce que je sais ça déjà? Ensuite, l'acquisition. Quelles sont les nouvelles idées qui vous ont amené votre réflexion dans de nouvelles directions, dans une nouvelle direction, pardon? Et ensuite, la réalisation. À quel défi ou dilemme vous ont fait penser les idées et les informations présentées. Donc, je la trouvais vraiment très bien, cette petite fiche-là, qui est facilement applicable dans beaucoup de différentes applications ou différentes activités. Ensuite, on va aller. Donc là, on a fini pas mal avec. Je pense qu'on va continuer avec système de la Terre, Barbara, si ça ne te dérange pas. Ou est-ce que tu veux on reste en cinquième année? On peut continuer avec système de la Terre. Je pense que c'est une Oui, bonne idée de je suis rester avec. d'accord. Donc, on va aller en sixième année. Donc, il nous reste un petit 15 minutes, là, Barbara. Je te laisse. Plus rapidement sur le survol de chaque petite leçon ou ressource. Donc, cette leçon a été créée pour comprendre la collaboration entre scientifiques, aînés et gardiens de savoir traditionnels, ce qui existe déjà et ce qui peut-être devrait avoir lieu. Donc, on va explorer cette collaboration en termes de présentation de cartes de météo, discuter encore là des conditions météorologiques observées dans la province en particulier. On va poser certaines questions pour vérifier les connaissances des élèves et on va explorer la collaboration. On peut montrer un exemple de collaboration entre scientifiques et gardiens de savoir ou aînés. Et c'est là où les aînés des Premières Nations partagent leurs connaissances des cycles naturels pour mieux comprendre les changements climatiques. Et les chercheurs scientifiques qui travaillent avec les communautés autochtones pour surveiller les impacts des incendies de forêt sur les écosystèmes. Voici deux exemples qu'on peut travailler pour faire une petite recherche. Donc, les élèves de sixième année sont vraiment très capables d'aller plus loin dans cette complexité d'apprentissage. Et on peut ensuite faire une activité en sous-groupe, donc diviser la classe, et chaque groupe reçoit une situation hypothétique. Voici les deux exemples que vous pouvez utiliser, mais il y a plein d'autres exemples que vous pouvez trouver. Et les élèves doivent vraiment discuter dont la façon dont les scientifiques et les aînés pourraient collaborer pour identifier les impacts et trouver des solutions. La discussion et synthèse sera à la fin et voici quelques exemples de questions de réflexion. Et la conclusion et réflexion personnelle devra prendre un certain moment également. Pourquoi est-il important que les scientifiques collaborent avec les aînés et les gardiens de savoir traditionnels lorsqu'ils étudient les effets des conditions météorologiques? Et voici la grille d'évaluation. Très, très, très simple parce qu'ici, on parle de peut-être un projet de recherche, peut-être c'est juste la discussion, mais peu importe, on peut aller plus loin avec cette leçon en utilisant les ressources ici. Le, la première ressource, je vais vous montrer rapidement
malgré le fait que c'est tout en anglais, ça a été créé par APLC, donc nos collègues dans le nord-ouest de la province. Et les savoirs et perspectives ici sont vraiment fondés sur les Woodland Cree Ways of Knowing and Being. Mais ce que j'aime beaucoup de ce site, ça inclut des belles vidéos et des légendes également. Mais ce que vous allez probablement aimer le plus, même si c'est en anglais, il y a des liens au curriculum maths, sciences et anglais. Et je vais vous montrer où je me suis inspirée. Et ça, c'est le curriculum au complet. Ici, on parle de matière, énergie, entre autres. C'est bâti plus ou moins de la même façon. Donc, ça inclut certaines vidéos et guides d'apprentissage en lien avec ces vidéos. On voit aussi Water, the Sacred Relationship. On vient de parler de l'eau. Donc, vous pouvez trouver énormément d'informations sur ce site, même si c'est en anglais, ça peut vous inspirer. J'ai inclus beaucoup d'autres types de ressources pour juste vous donner certaines informations que vous allez chercher vous-même. Ah, c'est génial. Puis, tu sais, Barbara, ça me fait penser aussi que euh, on aimerait aussi, je pense qu'un des objectifs ici, on n'a pas eu la chance encore d'en parler, mais c'est que euh, peut-être qu'il y en a certains d'entre nous qui n'est pas à l'aise. On sent pas comme est-ce qu'on devrait être en train de parler des Autochtones? On s'attend pas que vous deveniez des spécialistes de justement le climat, des légendes et tout ça. On vous a donné ces informations-là, ces liens-là pour que vous commencez à comprendre un petit peu les liens entre justement les peuples autochtones et les sciences. Puis c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Moi-même, étant métisse, j'apprends à tous les jours. Tu sais, c'est pas, on peut pas, on s'attend. Je pense pas que le curriculum veut que vous soyez des experts dans ce domaine-là. On vous a donné des ressources pour vous aider justement, que vous vous sentez un petit peu plus confiant. Puis on a fait peut-être la recherche pour vous dire que les ressources qu'on vous a données sont des ressources fiables et qui viennent vraiment justement supporter notre curriculum. Ouais, puis c'est important de valider des ressources, des œuvres littéraires, peu importe, pour s'assurer que ça vient vraiment des peuples autochtones, d'une communauté en particulier, ou bien euh, que ce soit généralisé, mais que ça vient pas de n'importe où. On vous offre tout ça, même si ça a l'air très lourd ou beaucoup de choix en termes de leçons ou guides d'apprentissage, mais en fait, il s'agit tout simplement de commencer avec des petits pas, de choisir un plan de leçon à la fois. Tout Um, à fait. Reculer pour parler un peu d'espace, parce que Oui, quand je pense à l'espace, je ne pense pas automatiquement aux communautés autochtones. C'est, c'est basé beaucoup sur tout ce qui est naturel, la terre. Alors, quand on pense à l'espace, ouf, il faut creuser un peu plus loin pour vraiment comprendre. Est-ce qu'on veut voir ça tout de suite, Suzanne? oui, vas-y. Oui, parce que je pense que on s'attendait, tu sais, que on sait que la Lune est très importante pour guider les peuples, les voyageurs. Je sais que moi, ma communauté, la Lune, les étoiles étaient très importants pour justement les, euh, les voyageurs, pour savoir où était le nord, etc. Donc, on connaît peut-être un peu, mais en faisant justement cette formation ici, j'ai beaucoup appris justement sur l'exploration des corps célestes, hein. Oui, absolument. Il faut mentionner aussi, avant d'aller plus loin, parce que je vois le temps filer, qu'il y a des experts dans ce domaine, comme Wilfred Buck, comme Laurie Rousseau-Nepton, comme Farah Alibé. On vous a mis en lien à la fin des ressources pour apprendre plus sur ces leaders autochtones dans le monde de l'espace, et les perspectives autochtones. Donc, je te passe la parole, Suzanne.
Donc, c'est ça. Si on regarde rapidement, on a mis la perspective, l'espace pour la cinquième, parce qu'il n'y a pas de résultat d'apprentissage pour la perspective autochtone pour la quatrième année. L'espace, c'est seulement la cinquième et la sixième année. Donc ici, une petite activité que j'ai découvert cette semaine, c'était justement les 13 lunes de la tortue. Donc on parle de comparer les différents calendriers. Donc ici, il y a deux fiches que vous pouvez utiliser. Celle-ci est beaucoup plus colorée et puis on vous donne des liens. Et aussi la deuxième, on vous parle de justement qui est plus noir et blanc, puis les élèves peuvent le colorier. Puis vous allez me dire, ben où est-ce que je trouve cette information-là? Bien, vous avez juste à cliquer sur la ressource, justement, sur le calendrier, la tortue à la droite, qui est autre ressource. Puis vous cliquez là-dessus, puis ça vous amène, c'est l'Université de Moncton, mais on vous parle justement de la tortue et de l'importance. Mais excusez, en fin de compte, je me suis trompée, Barbara, c'est pas celui-là, mais c'est la Lune et les Autochtones. Et puis là, on rentre vraiment dans justement les 13 lunes. Quand vous allez dans les différentes ressources, vous allez voir, c'est là. Et donc, vous pouvez voir ça avec vos élèves, puis les élèves peuvent remplir cette fiche-là. Donc, vous pouvez raconter l'histoire aussi des 13 lunes et il pourrait créer une petite histoire, une petite bande dessinée avec storyboard. Puis storyboard, c'est justement, il y a quelqu'un, une élève qui a fait ça et puis ça parle des 13 lunes sur les tortues. Donc, vous pouvez aller le lire, puis c'est des élèves qui ont mis ça ensemble, puis ont fait un petit projet. Donc, c'est assez, vous rentrez, vous créez votre storyboard, puis même vous pouvez le visionner gratuitement, cette ressource-là. Donc, je pense qu'on va arrêter ça pour les ressources autochtones. Euh, on vous a mis à la page 21 d'autres ressources aussi que vous pouvez aller voir. Il y a aussi quelque chose que je veux justement vous mentionner, c'est que Espace, la perspective autochtone, le lien est là. Nous autres, sur les tableaux, mes collègues et moi, les sciences, on a fait justement la, une présentation avec les ressources et des idées de leçons sur Espace et vous pouvez trouver ça sur les tableaux de New Learn Alberta, le CPFPP, Espace, puis vous pouvez aller voir directement, mais toutes les ressources sur Espace sont mises sur les tableaux de New Learn Alberta. Et puis ensuite, ici, on regarde les liens et les ressources supplémentaires. Donc, on vous en a donné sur justement Laurie Rousseau-Neptune, qui est super intéressant. Sciences Nord aussi fait beaucoup de leçons qui sont intéressantes. Le gouvernement du Canada sur les sciences et les autochtones, hyper intéressante. Radio-Canada a plein de podcasts, plein de petits articles que vous pouvez aller voir. Et puis, donc, j'espère que tout cela va vous aider à vous sentir un peu plus confortable et surtout cette première année où on doit faire des liens avec les peuples autochtones et les sciences. Et donc, est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on vient de vous présenter? En même temps que vous pensez à vos questions, j'ai mis dans le chat le lien vers le sondage de rétroaction et il y a également le code QR à votre écran pour remplir le sondage. Si vous pouvez juste prendre quelques minutes à la fin avant de partir ou bien tout de suite après, ça nous aiderait vraiment à créer, à bâtir des ateliers qui ont de l'allure pour vous, qui répondent à vos besoins. Mais on est ici pour répondre à vos questions. Je sais qu'on a passé à travers la fin assez rapidement, mais il existe des super bons plans de leçons et d'autres ressources pour vous. Prenez votre temps avec parce que pour nous, c'était un grand plaisir de fouiller, d'apprendre, Oui.